Hey everybody, welcome to Gomet, a design sprint rendezvous with Quentin and Thibaut and la creme de la creme of the French design sprint community. My name is Jake Knapp, I'm the creator of the design sprint. I approve of this podcast. Please enjoy. Fois n'est pas coutume, c'est moi qui ferai l'intro et pour cause, je vous ai préparé une petite surprise technico-nostalgique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode spécial de Gomet Deep Dive avec Pauline Thomas. Forget the way it used to be. Tonight, the deep dive. One company's secret weapon for innovation. Comment ça va, Pauline? Très bien. Quelle intro, mais quelle intro! Ah oui, on a tout donné. Les deux là, c'est parti. Bon, c'est et quand toi, même Quentin? la quatrième prise. Ah ouais, on a été bon, on est tout perturbé. Gon. Pauline va bien et toi, Quentin, ça va? Bah écoute, ça va, je te remercie. Donc, comme ce générique l'a rappelé au plus nostalgique d'entre nous, avec cette petite vidéo de IDEO qui nous faisait découvrir le sprint avant l'heure, bah voilà, on l'a mise un peu en hommage, on va dire. Donc, on vous rappelle, ces épisodes Deep Dive sont consacrés à la sortie du livre de Pauline, le Design Sprint en pratique, dont la sortie est encore plus imminente que dans le dernier épisode. Tellement imminente, je crois qu'avec notre rythme de publication, on risque même de sortir cet épisode après le livre. Enfin bref, je me comprends. Pauline, donne-nous une bonne nouvelle. C'est toujours prévu pour le 8 octobre, le livre? C'est le 15 octobre en fait. Ah, c'est gentil, tu t'adaptes à notre Oui, c'est on sera vrai. synchro. T'as Merci. vu. Mais c'est en pré-vente déjà sur Ok. le site Fnac et Amazon. Voilà. Le message est passé. On va le faire. La prévente est donc disponible et on va se lancer tout de suite. Donc après un premier épisode qui était dédié au sprint pour cadrer, les fameux sprint-in. Oui, alors peut-être pour que tu rappel, veux les le rappeler. sprint-in, oui, tout à fait. Pour rappel, en fait, les sprint-in, on avait parlé de 5 sprints différents, puisque on le rappelle, mais dans le design sprint de Pauline Thomas, on n'a pas un seul, mais on a plusieurs sprints. Et la dernière fois, donc, on a parlé de 5 sprints différents, qui étaient les sprints 0, donc les sprints pour cadrer. Donc, on avait le sprint Ignite, le sprint concept, le sprint process, le sprint stratégie et le sprint planning. Donc, on en avait 5. Ça a fait un bel épisode. Donc, on vous encourage à aller l'écouter dès que vous avez un petit peu de temps. L'épisode d'aujourd'hui va se concentrer sur les sprints 0 et Quentin, on devrait être en zone de confort aujourd'hui, en tout cas plus que la dernière fois. Alors oui, parce que le sprint 0 devrait davantage parler à toutes les personnes qui ont l'habitude de faire des sprints un peu plus traditionnels, on va dire. Alors, chose promise, chose due, avant de rentrer dans le vif du sujet, Pauline va nous partager 2 des 8 principes de l'approche du design sprint. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est pas grave, ou qui n'ont pas encore écouté les premiers épisodes, ça par contre c'est un peu plus grave. On vous rappelle que pour nous faciliter la tâche, Pauline a trouvé un acronyme, c'est Dispatch. La dernière fois, on a fait le D et le I. Si vous voulez savoir ce qu'il y a en détail derrière, il faudra écouter le premier épisode. Et aujourd'hui, on va faire le S et le P du dispatch. Quentin, tu as bien ton anti-sèche parce que la dernière fois, Pauline nous a fait une petite interro surprise et ça s'est pas super bien passé. On a eu un petit blanc. Au moins, on peut peut-être montrer à Pauline qu'on a retenu la leçon. Alors, Quentin, le D et le I. Alors le D, là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Deux têtes, tout de tête. Le D, c'est toute l'équipe prend des décisions de design. Le I, c'est le design sprint est un dispositif artificiel de culture intensive. C'est bien ça? Yes. Ok. Il est bon. Pauline, est-ce que tu peux nous partager donc 2 des principes suivants, le S et le P? Oui, qui sont très importants pour moi, mais aussi je pense pour les facilitateurs. Donc le S, c'est solidaire. Donc en fait, pour moi, c'est faciliter un design sprint, c'est vraiment inviter le groupe à être solidaire du résultat et sortir de sa zone de confort. Parce qu'évidemment, tout n'est pas cuit. C'est-à-dire tout ne tombe pas tout cuit, plutôt. Et donc, c'est vraiment cette idée que tout le monde est responsable du produit, mais c'est que chacun aussi doit partager sa connaissance et son savoir, sa part d'expertise. Donc, c'est aussi se dire que un sprint, c'est pas facile. Hein, il y a beaucoup de pression parce que ça va vite. Il peut y avoir des potentiels conflits de pouvoir. Donc ou des frictions. Enfin, il y a la fatigue et plein d'autres biais cognitifs qui sont très très nombreux. Donc c'est se dire on est ensemble, rien ne sera parfait, mais vraiment soyons solidaires du résultat parce que c'est ce qui nous permettra de continuer vers la bonne solution. Parce que la bonne solution n'est pas une
c'est pas une bonne réponse forcément au problème exactement, mais c'est une solution de qualité dans laquelle on puisse s'engager dans le temps. Donc ça, c'est important. Et puis ensuite, perspective. Donc P comme perspective. Donc là, bien évidemment, c'est cette idée que, en fait, on doit vraiment, notre rôle de facilitateur et les participants doivent vraiment se rejoindre sur des perspectives différentes qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est toujours cette idée aussi de sortir de la zone de confort, mais voilà, c'est sortir de la décision qui vient du haut, qui vient des décideurs. C'est chacun décide, mais chacun apporte sa perspective. Et aussi donc les participants, mais aussi les utilisateurs, les testeurs, les gens en fait qu'on va inviter pendant le sprint. Donc c'est vraiment le moment, c'est un moment charnière où on s'arrête, on s'écoute, on regarde voilà, les points de vue de chacun. Voilà. Ok, pour info, on divulguera les suivants dans les prochains épisodes. Nous, on est comme ça, on aime beaucoup faire du marketing. On en avait, plutôt des outils de manipulation, on en utilise pas mal. Mais on Il verra est fier bien. de lui, non mais oh. Ah, bah, c'était ton idée, après. Ouais, bon, c'est pas faux, c'est pas faux. D'ailleurs, le terme technique, c'est du gros. Bon, alors on va rentrer dans le vif du sujet, ou plutôt devrais-je dire, on va plonger dans ce deuxième épisode. Pauline, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on trouve dans les sprints zéro? Oui, bien sûr. Alors, les sprints zéro, c'est effectivement plus ce dont on a l'habitude, étant donné que le sprint in, donc c'est vraiment c'est tout le cadrage. Donc, il n'y a pas forcément de conception de produit. Là, on est vraiment plus à se réunir, se parler, concevoir, se mettre d'accord sur la problématique. Donc là, le sprint zéro, c'est l'idée de tester une solution. Donc, du coup, ça peut prendre, selon le temps qu'on a la portée du projet, 3 à 5 jours. Donc, il y a le sprint produit, donc qui est vraiment juste 3 jours, où on va en parler un petit peu après, mais donc on reprend la compréhension, on génère les idées, on fait un prototype très rapide et surtout avec des design systems, avec déjà tous les éléments qu'on a, et on teste. Donc ça, c'est ultra rapide. Et le 5 jours, bien là, c'est un peu plus ambitieux. Et donc là, on prend un petit peu plus de temps. Et là, on va rajouter une journée ou même 2 jours pour prioriser, planifier et intégrer dans le backlog, en fait, tous nos enseignements. Donc, ça va un petit peu plus loin. Ok, alors ce que je propose, pour garder un peu les points de repère de la plupart des sprint masters et des facilitateurs, c'est peut-être de commencer par le moonshot, donc celui qui est en 5 jours, qui a l'air de se rapprocher le plus de celui qu'on va connaître avec la version originale de Jake Knapp. Et du coup, ce dont on est curieux, c'est de savoir ce que toi tu as modifié, la façon dont tu le fais, et si tu pouvais nous raconter un petit peu le détail des exercices. Enfin voilà, raconte-nous un peu ce sprint moonshot. Ouais, du coup, alors le sprint moonshot, donc alors quand on parle de moonshot, c'est quand même un peu ambitieux là. C'est vraiment, on part sur la lune. Donc c'est vraiment l'idée d'explorer une opportunité et tester un nouveau service. Donc c'est plutôt pour des projets d'innovation. On va utiliser ce format où vraiment où carrément créer un nouveau produit, enfin quelque chose qui nécessite vraiment de passer tout le process de bout en bout, de la compréhension à la réalisation d'un prototype avancé pour les tests, avant de se lancer dans la conception, vraiment dans le produit lui-même. Le sprint produit, donc plus sur la refonte ou sur des petites parties de parcours. Donc, en fait, comment ça se passe? Donc, c'est assez intense. Alors, je commence par les méthodes ou par un exemple? Eh bien, si tu arrives à faire les deux en même temps, ce serait génial. Mais si tu penses que c'est mieux de commencer pour donner un peu les grandes lignes, on peut commencer par ça. Ouais, alors du coup, ce que je vous propose, c'est peut-être, par exemple, on avait travaillé sur... donc, j'ai travaillé beaucoup pour des grosses banques ou des assurances qui peut-être qui ont plus d'argent pour ce genre de format. Et donc là, l'idée, c'était de travailler sur refondre tout un process qui était un process en interne qui ralentissait complètement en fait, qui carrément diminuait comment dire. En fait, le business model était
complètement remise en cause parce que les process ne convenaient pas du tout. Donc là, l'idée, c'était d'amener plusieurs experts autour de la table. Donc des gens vraiment qui travaillaient vraiment avec les clients en direct, les gens dans les agences, les gens qui travaillaient plutôt en back-office, les PO, les directeurs financiers, enfin vraiment tous ces gens. Et se dire, là, il y a un gros potentiel sur ce process. Donc, je ne dis pas parce que c'est un petit peu confidentiel. Et ensuite, on va concevoir un petit prototype et on va voir comment on va pouvoir actionner tout ça. Donc, comment ça s'est passé? Donc, en fait, évidemment, on amène tout le monde à la table. Donc, il y a forcément la partie présentation de l'équipe, voilà, que chacun présente ses problématiques, ses attentes, son rôle. Ça, c'est important parce qu'il y a un côté un peu team building. On en a déjà un petit peu parlé, mais ça, c'est vraiment important. Et voilà, après, très vite, on arrive sur le brief, la problématique. Et donc, à ce moment-là, quand la personne, quand le commanditaire, donc ça peut être un PO ou un directeur financier, vraiment le commanditaire, donc va expliquer le projet, en fait, moi, pendant ce temps-là, je note tout. Je note sur des post-it et je conçois ce que j'appelle la cartographie du service. Et donc, du coup, en fait, c'est la cartographie du service du point de vue de l'utilisateur. Donc, je note tout et je recompose la carto. Ce qui nous permet déjà de voir tous les points de blocage assez rapidement et puis de faire réagir l'équipe sur ah oui, effectivement, là, il y a un enjeu. Enfin, c'est assez macro pour le moment. Et après, on a pu aussi travailler en amont sur cette cartographie. Mais disons, c'est un premier alignement qui est important. Et à partir de là, on va faire ressortir ce qu'on appelle le business challenge. Alors, pourquoi le business challenge? Donc, moi, j'en ai deux. Je fais la distinction. C'est vraiment le challenge du point de vue de l'entreprise qui n'intègre pas forcément à ce stade de l'utilisateur, mais il peut évidemment le faire. Et ensuite, très vite, on va, comme ce qu'on a vu un peu pendant le Sprint Ignite, c'est un petit peu la même journée, on va faire venir des utilisateurs, on va faire les interviews et on va en fait mettre en rapport tous les problèmes des gens avec les problèmes qui ont été soulevés, compris en tout cas par l'entreprise. Donc voilà, et après on peut commencer à continuer à fournir, nourrir cette cartographie du service avec des retours des clients. Moi, j'ai 2 points, Pauline, quand Ouais. je t'écoute parler. La première chose, c'est sur 2 remarques sur effectivement quand tu dis, voilà, c'est moi en fait qui prends la main, j'écoute en fait les experts, on va dire les sachants parler, et je reproduis finalement tout le parcours de l'utilisateur. Ça, est-ce qu'on peut le rapprocher de la map de Jack Knapp, ou est-ce que concrètement c'est autre chose en termes de livrable, j'ai envie de dire, quand c'est rendu tangible sur le tableau, sur le mur? Alors, effectivement, ça peut y ressembler et c'est effectivement l'idée de cartographier le service, sauf que là, c'est un travail plutôt d'écoute, de synthèse et d'alignement ensuite, effectivement. Et après, quand on refait l'expérience web après les interviews, c'est effectivement là faire une activité avec le groupe qui effectivement qui va rajouter des points, qui va refaire un petit peu cet exercice comme Jack Knapp et le Note and Map. Ça, c'est effectivement, je peux l'utiliser à ce moment-là. Donc et là, c'est une activité du groupe après. Mais d'abord, c'est trop compliqué en fait pour les participants de déjà tout noter, en fait, tout cartographier, parce qu'il faut déjà faire du grouping, il faut faire des petits groupes, des clusters d'informations. Il faut savoir bien utiliser les couleurs, le rose pour les problèmes, le bleu, par exemple, pour les partenaires, pour l'écosystème, pour les cibles. En fait, du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc, ce que je leur demande, c'est juste écrire les problèmes. Ok, Est-ce mais du que coup, ça veut... Pardon, Alors, est-ce il que y a plein de questions qui se bousculent. peut-être qu'on va avoir la même question parce que dans la méthode originale ou même dans la version 4 jours un peu plus classique, finalement, au moment où les experts viennent parler, la sprint team, elle note des How might we. Est-ce Oui, que ça voilà. veut dire qu'elle est
finalement, là, ils ne le font plus ou c'est toujours une activité que tu conserves et Ils font les... Voilà, c'est ça, exactement. Effectivement, ouais, c'est bien que vous me disiez ça parce que je vais trop vite. Donc, ouais, le How Might We, donc effectivement, il note les problèmes pendant que l'expert, le commanditaire parle. Effectivement, il note plein de problèmes. Et après, c'est en groupe, on va refaire le... Alors, le Business Challenge, finalement, c'est assez proche du Sprint Questions. Mais c'est à peu près le même principe, c'est qu'en fait, voilà, on note plein de problèmes, donc les problèmes, les objectifs à long terme, enfin, les freins, les obstacles qui feront que le projet pourrait échouer. Donc ça, effectivement, on fait cet exercice-là, et c'est en sélectionnant, donc chacun priorise le frein potentiel, l'objectif long terme, ou le problème de l'utilisateur, ça dépend comment le brief est énoncé. Donc, chacun priorise et c'est à partir de là, on va faire une phrase à trous. Et donc, c'est un how might we, effectivement, comment pourrions-nous, donc un verbe facilitant, et puis résoudre le problème de notre utilisateur tout en prenant en compte les freins potentiels. Enfin, en fait, c'est ça la phrase à trous qui est remplie. En gros, tu es sur une sorte de gros problem statement à la Jeff Gotelf sur Oui, ton Sprint Challenge, quoi. mais je trouve que les Sprint Questions de Jack Knapp, c'est un peu le même principe aussi. Ouais, voilà. Bah, effectivement, moi, je me souviens avoir une conversation rapide par email avec Jake, justement, en lui demandant, parce que comme tout facilitateur débutant au départ, il y a toujours une petite ambiguïté ou une petite difficulté à expliquer la différence entre les How Might We et les Sprint Questions. Surtout que dans la méthodologie initiale, si on s'en réfère au bouquin, c'est deux activités en fait qui se suivent l'une après l'autre. Et généralement, on a commencé en fait les How Might We. Je crois que on commence par les Might We. Non, on commence par les Sprint. Je ne me rappelle plus exactement dans quel ordre, parce que moi, je ne le fais plus comme ça non plus. Mais tu commences par l'un et tout de suite après, tu fais l'autre. Et souvent, les gens se disent qu'ils ne sont pas habitués à ce type d'exercice, se disent, mais quelle est la vraie différence entre les deux? Et il y en a un, effectivement, les Might We, qui sont plutôt des questions qui doivent ouvrir sur des opportunités, qui doivent en fait venir libérer un petit peu l'idéation, qui doivent venir apporter des solutions potentielles. Donc, les Might We sont plus censés capter des opportunités de solutions et de les problématiser, les poser sous forme de questions pour ouvrir l'idéation, ouvrir le champ des possibles. Et les sprint questions, au contraire, doivent se concentrer sur les points de blocage potentiels, effectivement, les risques les plus importants qui feraient que le projet échouerait s'il était mal exécuté sur certains points qui sont du coup captés par les sprint questions. Et toi, ce que je comprends, c'est que il y a aussi donc effectivement l'objectif à long terme dans la méthode traditionnelle, qui est plutôt la vision. On se dit, OK, d'ici 2 ans, on se donne cet objectif-là. Et là, c'est pareil, il y a deux écoles. La première école, je t'écoutais en parler parce que ça m'intéresse encore. Je me pose encore parfois la question, en fonction des contextes, de ce qui est le mieux de faire. La première école, c'est de se dire, on fait un objectif à long terme qui va être orienté user. Alors pour le user, en fait, quelle est l'expérience idéale qu'on a envie de rendre possible? Ou alors orienté business, c'est-à-dire d'ici 2 ans, au niveau business, où est-ce qu'on veut être? Comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport au marché? Voilà. Et on peut mettre d'ailleurs à l'intérieur, moi ce que j'aime bien faire, c'est aussi mettre à l'intérieur des données chiffrées, même si elles ne sont pas forcément exactes. Ça a l'avantage de générer des discussions finalement entre les différentes personnes qui sont là pour discuter un peu de l'ambition de cet objectif finalement. Parce que dès qu'on commence à les chiffrer, on parle d'ambition de façon plus concrète. Du coup, voilà, donc ça me faisait réagir de cette façon-là. Oui. Donc, ouais, en fait, ce qu'on remarque généralement, et c'est pour ça qu'on fait d'abord un des sprints de cadrage, c'est que le client, le commanditaire, connaît assez mal ses utilisateurs ou ses clients, ou a une mauvaise vision une vision trop cible marketing, mais pas cible d'usage, quoi, de jobs to be done. Donc, du coup, en général, le Business Challenge n'est pas assez versé sur son client. Mais c'est justement ce pourquoi on fait cette première journée pour peu à peu descendre vers le besoin et le problème des utilisateurs. Donc, le Business Challenge peut avoir évidemment, évidemment, peut avoir cette dimension utilisateur, mais en général, on ne l'a pas.
Donc, c'est pour ça qu'il faut, il faut refaire, enfin, il faut repréciser le business challenge en fin de journée en intégrant le besoin. Ok, ça c'est en fin de journée que tu intègres la dimension user, puisque tu vas nous en parler, mais après avoir défini en fait collectivement avec l'ensemble de la sprint team quel est le business challenge, vous allez du coup vous poser la question du besoin des utilisateurs, et pour ça vous allez en inviter dès cette première phase. Voilà, ouais, exactement. Donc, du coup, le How Might We, pour répondre à ta première question, c'est la méthode, c'est expliquer la méthode, mais en fait, finalement, qui a pour objectif d'arriver à une vraie problématique centrée business et centrée utilisateur. Enfin, disons que ça doit vraiment répondre aux deux problématiques. Il faut qu'il y ait une vraie contrainte business quand même, sinon c'est compliqué. Enfin, sinon on peut tout faire en fait, mais c'est tout le problème. Hein. C'est tout le problème du sprint. Que si on a 5 jours et si c'est trop large, ça ne va pas aller, quoi. C'est les fameux deux cercles qu'on se fait se rencontrer, le cercle business, le cercle user, et c'est au centre, au croisement de ces deux cercles finalement, interjonction de ces deux cercles, qu'on va créer un produit qui va être viable. Oui, c'est ça, exactement, ouais, tout à fait. Ok, donc sur cette première étape, tu nous disais la carto. En gros, toi, tu écoutes les gens, tu lances en fait sur le tableau un premier draft en fait d'un système, parce que ça a l'air d'être un peu plus complexe que finalement ce que Jack Knapp propose dans sa méthode originale. Tu sais, tu vois sur la gauche, il liste les acteurs, sur la droite, il met l'objectif final finalement, et entre ces acteurs et l'objectif final, il va lister l'ensemble des étapes. D'un point de vue très macro, hein, il ne va pas rentrer dans le détail. Il explique bien qu'il ne s'agit pas de rentrer dans le détail à ce stade. Ce n'est pas grave d'être totalement exhaustif et d'être totalement parfait, mais l'idée, c'est effectivement, c'est d'avoir un outil qui va permettre d'aligner tout le monde sur de quoi on parle concrètement et quelles sont les principales interactions entre ces acteurs et quelles sont les principales étapes par lesquelles ils passent. Toi, en fait, tu proposes dans un premier temps de prendre la main et de commencer à poser quelque chose. Et puis ensuite, tu invites le groupe à venir faire des corrections, à alimenter, à enrichir en fait cette cartographie. Hein, c'est bien ça. Oui, et cette cartographie, elle reste tout au long du sprint, parce que Okay. du coup, c'est après, quand on va prototyper les pages, on restera sur ce parcours-là, et donc on va sélectionner juste un moment du parcours, on ne va pas tout prototyper. Donc c'est un peu un fil rouge tout du long, et qui après peut devenir un service blueprint après le sprint, pour voir quels sont les impacts pour l'entreprise, qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place pour ce faire. Mais sa méthode, elle est super bien par contre, parce qu'elle est beaucoup plus accessible. Mais par contre, c'est plus un outil pour voir les objectifs de chacun. Et ça, c'est cool, c'est très utile. Voilà, après, moi, j'aime bien créer des livrables pendant le sprint qui puissent durer. Mais c'est une autre approche, mais c'est pas... voilà, les deux sont complémentaires, je pense. Et au niveau des interlocuteurs qui sont présents sur cette première journée, des fois en fonction des méthodes, tu invites des personnes externes, tu as en plus de la sprint team. Là, est-ce qu'il y a des originalités ou tu restes sur un modèle? Enfin voilà, qui vient, qui est-ce que tu invites dans cette première journée? Bah, c'est un peu comme pour le sprint ignite, quoi. C'est vraiment les personnes les plus impliquées, les gens qui vont vraiment travailler sur le projet, les experts métiers, donc ceux qui peuvent en fait, hein, enfin ceux qui peuvent, évidemment les directions. En général, les grands directeurs viennent juste le matin, et après ils laissent les équipes faire les interviews, mais ça arrive qu'ils restent toute la journée, donc ça dépend des disponibilités. Voilà, après, moi, je recommande toujours qu'ils viennent au moins sur les 2 jours. Mais voilà, après, c'est plus difficile, hein, forcément. Ok, ouais. En fait, tout dépend s'il y a eu un sprint de cadrage avant. Parce que s'il y a eu un cadrage avant, ils ne sont pas obligés de revenir. Là, du coup, c'est plus les équipes projets qui peuvent vraiment qui peuvent bosser plus en autonomie. Du coup, s'il y a un sprint de cadrage avant, est-ce que les étapes sont les mêmes dans ton sprint moonshot, ou est-ce que finalement, il y a déjà des choses qui ont été traitées et du coup, tu peux aller plus rapidement sur la phase d'idéation? Comment ça se passe? Oui, voilà, c'est-à-dire que on pourra, en fait, c'est plutôt, c'est-à-dire que forcément le cadrage, ce qu'on va en ressortir n'est pas du tout est très imparfait et très, enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent encore, donc là on va se recentrer. Alors soit c'est
c'est une nouvelle itération très précise. Donc, on refait la première journée, mais alors de manière très précise avec les bons utilisateurs et exactement les bonnes personnes. Ça, c'est souvent ce qui arrive. Soit, effectivement, on peut aller plus vite. Et donc, la journée 1, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des utilisateurs parce que ça, on se dit, ah oui, c'est pour eux qu'on bosse, c'est eux nos vrais clients. Donc, c'est quand même important de les inviter. Et c'est toujours une expérience mémorable pour le groupe. Mais effectivement, on va beaucoup plus vite. On va plutôt faire une restitution. Le matin, ça va être plutôt une restitution de la recherche, de tout ce qu'on a appris entre les 2 sprints. Et plus de discussion. Et toujours la cartographie de l'expérience, ça c'est vraiment le livrable clé, mais c'est aussi c'est une méthode d'alignement qui est imparable. Ouais, c'est clair. Et sur les utilisateurs que tu fais intervenir, tu les fais intervenir un petit peu dans le format interview d'experts qu'on connaît, ou est-ce que tu as un mode d'intervention de ces utilisateurs un petit peu différent? Comment est-ce que tu procèdes? Moi, je fais vraiment des interviews. On prépare un script d'interview par avance. Et du coup, en fait, on crée des binômes des participants. Donc, il faut qu'on soit au moins 10 pour avoir 5 utilisateurs. Et voilà, on déroule un script qui pose vraiment les questions c'est quoi votre usage par rapport à tel sujet. Enfin, on va creuser un usage sur la manière dont ils utilisent. Enfin, leurs problèmes, c'est vraiment le où, qui, quoi, comment, pourquoi. Enfin, on va essayer d'explorer le problème. Si le problème est déjà bien défini, là, on va peut-être plutôt soit faire une micro-interview, plus on va tester. On va leur faire tester soit un service qu'on a déjà, soit des services qu'ils utilisent et qu'ils aiment beaucoup, et du coup nous dire ce qu'ils aiment vachement par rapport à ça. Enfin, ça dépend, une fois de plus ça dépend. Je suis désolée, il n'y a pas de super recette. Non, mais c'est intéressant parce que je te posais la question, pourquoi? Parce qu'il y a 2 choses. Il y a 2 choses. La première, c'est sur les interviews d'experts. Je sais que quand tu fais un sprint, quand on fait un sprint avec un client, par exemple, sur les interviews d'experts, généralement, moi, sur un format 5 jours, je vais limiter le nombre d'interventions sur le jour 1, donc d'experts, c'est-à-dire d'intervenants plutôt extérieurs à la sprint team, à 4-5 personnes, grand max. Sur le format traditionnel, c'est-à-dire c'est toute l'équipe qui est totalement concentrée sur la réalisation d'une interview d'une personne, d'un expert, entre guillemets. C'est comme ça que l'appelle Jack Knapp, hein, donc je l'appelle comme ça. Oui. Et c'est toute l'équipe, par contre, qui va mener l'interview, ou pas. Hein. Quelquefois, toute l'équipe ne se sent pas forcément hyper à l'aise avec ça. Ça va être peut-être le décideur, ou ça va être quelquefois le facilitateur lui-même, hein, qui va animer l'interview. Quand il a une bonne connaissance du problème, il peut avoir amorcé en fait la discussion avec quelques questions très ouvertes, un petit peu comme tu les posais, sur le qui, quoi, pourquoi, comment, etc. Et puis ensuite, on laisse la discussion se dérouler un peu plus naturellement. On va timer ça sur 20-30 minutes, et puis ensuite, on va passer à la personne d'après. Mais c'est toute l'équipe qui entend tout le monde entend la même chose. Ce que tu nous disais la dernière fois, si je ne me trompe pas, c'est que toi, tu avais un format intéressant qui était de se dire, en fait, on va paralléliser les interviews, ce qui va nous permettre finalement d'interviewer plusieurs personnes en même temps et du coup de récupérer potentiellement encore plus d'insights. C'est ce que tu fais sur cette journée-là également? Ouais, carrément, c'est ce que je fais, effectivement. En fait, sinon, les experts, je les fais intervenir le matin. Dans le brief, quoi, en fait. C'est pas Google, en tout cas, avant, on les appelait les Lightning Talks. Donc, en fait, on fait intervenir les experts. Et là, tout le monde écoute, pose des questions. Mais ça doit être très cadré parce que plus il y a d'experts, plus c'est long. Et du coup, moi, je note tout. Et du coup, je continue à remplir ma fameuse cartographie. Ok. Voilà, c'est plutôt comme ça. Donc, vous faites les deux, finalement. Ouais. C'est intéressant parce que là, quand tu le décris, en fait, la première journée, je me rends compte qu'elle est assez compliquée et c'est souvent là que tu te mets en retard, notamment avec cette phase d'interview des experts où moi, je me suis fait des énormes frayeurs où tu te rends compte que les gens, ils ont des questions et tu as du mal à arrêter les échanges. Du coup, je trouve ça confortable l'idée de se dire qu'en fait, tu donnes vraiment une journée pour réajuster un peu le challenge, bien le définir. Et des fois, je me rends compte que les gens qui sont pas matures sur ces méthodos, ils se demandent aussi pourquoi tu passes du temps à revenir un peu sur le challenge, tout redéfinir, etc. Ils ont envie d'avancer vite.
mais toi, tu sais que en fait, c'est nécessaire. Du coup, je me demandais à la fin de cette journée, c'est quoi l'état d'esprit des gens qui ne sont pas forcément du métier? Comment ils sortent de la journée? Est-ce que et alors ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est quoi les situations extrêmes que tu as eues entre ce qu'on a en entrant et l'idée du challenge qu'on se fait versus celui qu'on a à la fin de la journée? Est-ce que tu as énormément divergé ou est-ce que généralement tu continues un peu dans la même direction? Oui, 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 c'est vrai, ça, c'est une journée un peu complexe. Donc, c'est toujours un peu compliqué pour les gens, mais en fait, il y a, bon, alors déjà, il y a différents types d'approches pour les, enfin, il y a des gens qui ont besoin vraiment de rentrer à fond dans le problème pour ensuite trouver les solutions. Donc, tant mieux parce qu'ils cadrent bien avec le sprint. Donc, eux, ils sont trop contents parce qu'ils ont appris plein de trucs, et même peut-être trop. Donc, c'est pour ça les méthodes de synthèse, donc les cartographie, le personnage, ça aide vraiment à synthétiser. Et du coup, on va toujours noter les points importants, les discussions, voilà, toujours noter, ça c'est important. Donc eux, c'est cool. Et les autres qui ont besoin d'aller vite sur la solution se disent waouh, j'ai passé une journée à vraiment. Enfin, c'est très, très. Enfin, intellectuellement, c'est costaud quand même. Donc, il y a une petite frustration parfois, mais bon, comme l'idéation arrive le lendemain, on peut assez vite leur dire ne vous inquiétez pas. Par contre, pour tout le monde, ça c'est vraiment même pour moi, hein, et du coup, je me demande s'il ne faut pas changer parce que ce qui est effectivement le challenge, redéfinir le challenge, tant qu'on n'a pas fait un sprint et on ne comprend pas en fait l'intérêt de formuler la bonne question, c'est vraiment très compliqué. Malgré faire des canevas super simples où on change les mots, voilà, la phrase à trous, où en fait vraiment je fais noter je note tous les mots-clés, donc les usages, les problèmes, les attentes, on vote pour ces mots-clés et puis après on les pose dans cette phrase à trous. Donc j'ai trouvé le moyen le plus simple pour se faire. Mais après, il y a le plaisir de la langue aussi, et puis le plaisir ou la complexité du français aussi peut-être, je ne sais pas. Ou faire des belles phrases qui intègrent voilà, une problématique fine, pas trop large, bien définie, mais voilà, pas trop large. Ça, c'est comme on ne sait pas à quoi ce qu'on va créer encore, c'est waouh, c'est toute une journée pour écrire une phrase. En fait, les gens se disent souvent ça. Ouais, et c'est marrant ce que tu dis parce qu'il y a souvent en fait tu te retrouves avec des gens qui disent bah nous ce qu'on veut c'est inventer, c'est imaginer une expérience la plus fluide possible, facile d'utilisation, Sans hyper couture. moderne, sans couture, etc. Tu te retrouves avec des mots. Alors maintenant moi j'ai plus peur de leur dire que c'est des mots interdits. C'est-à-dire Ouais, que en fait c'est des mots évidemment, que quoi. Oui, c'est sûr, bah oui. oui, mais tu sais, au départ, c'est pas forcément évident pour les Je gens. sais. Mais tu vois, de dire, de leur dire, bah, écoutez, si on n'arrive pas à faire ça, on se sera loupé. Mais je veux dire, c'est des mots tellement génériques et tout le monde recherche tellement à faire ça qu'évidemment, évidemment, on va les intégrer. Maintenant, la question, ça va être de savoir qu'est-ce qu'on définit par fluide dans votre contexte. Qu'est-ce qu'on définit par étant simple en fait dans votre contexte, parce que tout est une question tout est une question de contexte en fait. Donc, et c'est là où d'un seul coup tu commences effectivement à ouvrir des questions intéressantes, où les gens, là où ils pensaient que les choses étaient simples en termes de formulation de problématiques, se rendent compte de la complexité de la chose et du coup de la nécessité de devoir en parler. Et alors du coup, alors je comprends mieux maintenant, vu que tu interviens beaucoup, j'ai l'impression que tu interviens beaucoup sur cette journée-là, c'est-à-dire que tu es hyper proactif, toi en tant que facilitatrice, tu vas capter des insights, donc j'imagine que ces insights-là, tu refais rebondir en fait le groupe sur des choses qui ont été captées. Ce qui est intéressant parce que naturellement, moi je sais que alors peut-être par on va dire par confort d'une certaine façon, mais moi j'ai plutôt au début, hein, surtout une posture de facilitateur qui est de se dire, ok, moi je donne la consigne, je suis un peu garant du temps et après je laisse l'équipe travailler en fait. Hein. Voilà, on va dire le process, la méthodologie va porter le résultat. Donc je laisse l'équipe travailler, je fais confiance au process et ils vont arriver quelque part dans tous les cas. Ce qui est effectivement le cas, mais on se rend compte que dans pas mal de cas aussi, c'est bien que le facilitateur puisse avoir cette compétence aussi, surtout au début, de pouvoir arriver à capter les insights qui lui sait qu'ils vont être structurants et de faire rebondir du coup le groupe dessus. Du coup, je trouve ça hyper intéressant le fait de se dire que c'est toi qui prends la main à ce stade, un peu pour montrer la voie finalement. Parce que j'imagine que quand les gens parlent et que toi tu commences à noter des trucs sur les tableaux, ils te regardent faire. Ils voient, en fait, tu leur apprends en fait comment il faut
comment il faut réfléchir, ce qu'il faut capter, comment il faut faire connecter les informations entre elles pour processer, quoi, finalement. Oui, pourquoi je fais ça, c'est que je me dis que en fait, tout ce qui est dit est important. La méthode, elle est là pour structurer et pour justement que les discussions ne partent pas en... Voilà, vous avez compris, elles ne partent pas trop loin. Mais elles sont ultra importantes, ces discussions. Donc mais par contre, quand moi je note, en fait, voilà, ça les enregistre quelque part. Donc, ça veut dire aussi, je respecte votre parole et donc chaque parole est importante. Et donc, ça construit la conversation et ça fait que c'est moins fouillis. Enfin, c'est-à-dire qu'ils sont moins à se prendre la tête. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui compute derrière et qui réorganise et qui après fait ressortir qui synthétise, qui est capable après de dire bon, ok, il s'est passé ça. Ça, c'est vachement intéressant. Ça, on n'en a pas parlé du tout ce matin. Donc, du coup, c'est bien qu'on en parle maintenant. Enfin, en fait, montrer que voilà, le problème est très large à explorer. Que là, on est que on doit être vraiment en captation, quoi. Effectivement, en captation de tout insight. Voilà, donc effectivement, ça, c'est un rôle où, au final, je suis assez discrète. Donc, effectivement, je donne les consignes, comme tu dis, etc. Mais voilà, toute discussion, je les laisse parler, évidemment en regardant le temps. Mais et du coup, c'est la matière pour créer la restitution aussi. Et troisième chose, c'est ce qui fait que ça permet aussi de se dire, là, il y a une problématique qu'on ne va pas du tout aborder. La poser, se dire peut-être qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on l'aborde ou pas. Et si on ne l'aborde pas, en fin de sprint, il faudra l'aborder à un moment donné, mais on ne choisit pas de le faire maintenant, quoi. Et moi, j'ai une question, une dernière question par rapport justement à la facilitation. Sur cette journée-là, à quel point, jusqu'à quel moment, en fait, on va dire, à quel moment plutôt tu vas te permettre d'intervenir en tant que facilitatrice quand tu vois que vraiment il y a des décisions qui sont prises que tu estimes comme étant potentiellement de mauvaises décisions, ou une formulation que tu vas estimer mauvaise, pas bien faite ou pas dans la bonne direction, etc. Comment tu gères ce type de situation pour pas vous donner l'impression au groupe que c'est toi qui prends le lead finalement sur le sujet? Alors, le point que tu disais là, tout ce qui est expérience en couture, film, machin, alors ça c'est clair, étant UX designer, les gars, c'est un peu la base, donc ça on ne le spécifie pas, ça va de soi. Et en plus, ça répond à aucun problème. Donc, du coup, là, vraiment, ce qui doit être super clair pour chaque groupe, c'est à quel problème on répond. Donc, soit ça fait office juste avant d'une concertation globale, ou soit par groupe, où chacun choisit le problème à résoudre pour le client. Et donc là, je leur demande juste de rester là-dessus et de pas. J'interviens pour leur dire pas de solution, parce qu'après, ils peuvent partir dans plein de directions. Donc, juste rester sur la problématique. Et effectivement, on peut discuter, mais c'est là où je suis un petit peu derrière eux. Donc ça, après donc effectivement, en fait, des challenges qui répondent à aucun problème, c'est pas un bon challenge. Et surtout, ce que je leur dis, c'est que dans la problématique, si ça n'éveille pas des solutions un peu diverses et variées, c'est qu'on n'est pas bon, quoi. C'est que la problématique est trop précise. Et puis à l'inverse, évidemment, si ça évoque des trucs trop flous ou trop bateaux, quoi. Faut vraiment tous les idées vraiment, on n'a pas besoin de faire un sprint pour avoir des idées. Mais tu te permets de les reformuler, par exemple, de prendre des insights et de te dire, je vous propose une formulation, c'est vous qui me la validez. Ouais, je peux faire ça. Ouais, des fois, ça m'arrive, mais je les laisse quand même avancer. Et après, oui, bien sûr, je me permets de faire ça si j'ai encore du cerveau. Parce que franchement, en fin de journée, c'est compliqué. Mais oui, c'est pour ça que je te pose la question. Mais oui, maintenant, ça commence à... ça fait un moment maintenant. Du coup, je commence à sortir des challenges beaucoup plus facilement qu'avant. C'est un exercice ultra compliqué pour les gens. Après, si tu as fait un sprint de cadrage avant, en théorie, tu as déjà pu préparer un certain nombre de questions critiques, ou peu importe comment on les appelle, de How Might We, de challenge, tu as déjà une petite idée finalement des choses. Donc, tu peux aussi amener. Oui, tout à fait. Et du coup, souvent, et ça peut arriver,
pas si souvent que ça, mais ça peut arriver quand même plus souvent qu'on peut penser, qu'en fin de journée, on arrive à la même problématique qui est un petit peu plus précise, il y a plus de chair. Et là, c'est cool, c'est bien, on ne va pas y passer 3 heures. Quoi. Alors, j'en profite parce que on n'en est qu'à la première journée Oui, c'est clair. et il y en a encore plein. Du coup, je vous propose peut-être qu'on passe à la deuxième journée. Alors, on a bien compris que la première journée, elle est fatigante, tout le monde se repose. Oui. Et alors, on arrive le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Donc, le lendemain, donc, du coup, alors là, on va faire toute une phase de benchmark par rapport à la problématique qu'on a énoncée la veille. Donc, on va la découper en petits bouts. Et donc, avec les mots-clés vraiment importants. Et puis, on va se mettre à la place de notre client et se dire, voilà, avec ces petits bouts, il faudrait que je vous donne un exemple. Il faut que j'en retrouve un. Je finis ma phrase et je vous trouve un exemple. Donc, par rapport à voilà, par exemple, oui, je regarde là. Donc, par rapport à simplifier la relation financière quotidienne, donc, comment pourrions-nous simplifier la relation financière quotidienne entre aidés et aidants sans que les aidés aient le sentiment d'être contrôlés. Donc là, c'est l'idée que, en fait, c'était de faire un service pour aider nos aïeux, nos grands-parents ou des personnes qui ont besoin, qui ne sont pas autonomes, à pouvoir quand même payer à manger, enfin, payer une femme de ménage, enfin, voilà. Mais sachant qu'ils ne savent pas quoi faire, enfin, leur argent, enfin, ils ne savent pas où est leur argent, enfin, des gens vraiment qui ont Alzheimer ou ce genre de choses. Donc là, c'était vraiment l'idée de comment d'autres acteurs positionnés, alors soit des concurrents, soit des gens soit des acteurs qui sont sur le même objectif, la même problématique, donc simplifier la relation financière. Donc, par exemple, on a même par exemple toutes les nouvelles banques, là, les N26, toutes ces banques-là font ça, mais elles sont pas sur le même créneau, sur le créneau d'aider les aïeux. Voilà, comment en fait l'utilisateur quand il va regarder un site et qu'il a cet objectif-là, je veux simplifier la relation financière avec mon grand-père ou je sais pas, ma mère ou je sais pas quoi, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui va me rassurer, comment on parle, voilà, quelles sont les fonctionnalités qui vont vraiment simplifier ma vie. Donc ça, et puis après, il y avait le gros sujet, ne pas avoir le sentiment d'être contrôlé. Donc c'est cette idée de faire les choses librement et voilà, sans contrôle. Donc quelles sont les applications, les services aujourd'hui qui répondent à ce problème-là. Donc en fait, on laisse les gens faire un petit peu un petit mind map sur ces deux problématiques. Voir qu'est-ce que ça évoque, quels sont les mots-clés, qu'est-ce qui le fait sortir. Et après, on va les rattacher à des services existants, donc concurrents ou pas. Et après, on les laisse pendant 40 minutes. Donc, ils vont récupérer tout ce qui leur semble intéressant. Ils vont les classer dans les petites colonnes nous, on utilise Mural pour ça. Comme ça, ils partagent tout un tableau. Et donc, ça nous fait un grand mood board partagé. Et donc, chaque groupe a sa page Mural avec toutes ces inspirations. C'est vraiment un moment d'inspiration avant l'idéation. Donc, c'est des petites idées, voilà, c'est des choses déjà. Et puis, ils voient surtout la concurrence. Ça leur permet de prendre de la hauteur, prendre du recul et de se dire ah oui, tiens, il y a des gens qui font ça ultra bien, on va peut-être pas faire la même chose. Ou alors, on va s'adresser différemment parce que voilà, notre cible est quand même très différente. Donc, ça permet de se positionner. Donc, ça, c'est très utile. Donc, ça dure 1 heure en fait. Hein. C'est toujours super court. Du coup, et tu travailles sur, tu viens de le dire, hein, mais du coup, tu utilises des outils type Mural, Miro pour capter l'ensemble de cette matière? Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Comment vous y prenez concrètement? Tu leur demandes de mettre quoi sur des screenshots, des captures vidéo, de ce genre de choses? Ça va être, Voilà, screenshot et puis un petit post-it pour expliquer ce qui est important pour eux, parce que des fois, ça peut leur éveiller d'autres idées. Donc, ils le mettent et après, quand ils restituent en groupe, en fait,
priorise, il met des petites gommettes partout, enfin, sur les points vraiment intéressants pour eux. Donc, en fait, ce qui est bien là, c'est que c'est déjà une première méthode d'inspiration, et aussi pour le groupe de s'aligner sur ce qui est vraiment cool à faire. Donc, c'est une première discussion avant de passer dans les idées. Donc, ce qui fait qu'ils ne partent pas complètement, ils ne partent pas tout de suite tout seuls dans l'idéation, qui après est très compliqué pour les faire converger sur une solution. Enfin, là, ça peut créer des frictions. Tu les fais travailler individuellement ou tu les fais travailler en groupe sur cette phase de bench? Donc au début, c'est plutôt individuel. Ils restituent leurs services, le début, les mots-clés, etc. ensemble. Et après, ils travaillent sur le même board, donc ils voient tout ce qui se fait. Et donc chacun prend en général, enfin ça dépend, mais en général, c'est une personne prend une verticale, quoi. Donc une partie du challenge, quoi. Une partie du challenge découpée. Oui, alors je voulais revenir dessus, tu parlais de mind mapping, parce que dans la version originale du sprint, encore une fois, quand on parle de bench, on parle de bench à partir on a des sprint questions et on doit aller effectivement chercher des éléments d'inspiration sur des éléments de solution ou de choses sur lesquelles on peut repartir, qu'on peut réinventer, qu'on peut associer entre elles pour donner en fait des idées pour la conception de la solution qui sera testée le dernier jour. Mais il n'y a pas cette... La préparation en amont, ouais. ce pré-travail dont tu parles, comment vous vous y prenez sur ce mind mapping? En gros, c'est un travail collectif où vous dites, OK, on va découper le problème en différentes dimensions, c'est ça? Et vous préparez le mural en conséquence et puis après, chacun travaille sur une verticale ou comment vous faites en fait? Parce que ça, c'est un peu nouveau, par exemple. C'est des choses qu'on ne Ça, voit c'est pas complètement nouveau, ça, ouais. Ouais, ça, c'est un truc que j'ai vraiment mis au point. Parce que le benchmark, c'est quand même important pour que les gens se... Enfin, l'imprégnation dans la créativité, c'est un moment très important. Tu ne peux pas les lancer direct sur un challenge et hop, tu vois, dès le matin, c'est un peu chaud. Donc ouais, du coup, il y a le mind mapping, c'est donc sur les mots-clés. Donc là, par exemple, j'ai un autre exemple sur le même sujet. Donc là, ce qui est peut-être plus clair, comment pourrions-nous rassurer l'aidant sur la prise en charge de son parent, aussi bien financièrement qu'humainement, avec un service centralisé adapté d'aide à la personne. Donc là, ils intègrent quand même une solution. Mais bon, après, c'était quand même le sujet du truc, donc on était obligé de le maintenir. Donc en fait, rassurer, qu'est-ce que ça veut dire rassurer? C'est quoi pour eux? Qu'est-ce que ça signifie? Quels sont les mots-clés qui peuvent faire transparaître? Après, financièrement et humainement, quels sont à quoi ça peut faire penser au service centralisé? Donc un truc où il y a tout en un. Et sérénité. Donc voilà, quelles sont les images que ça évoque? Voilà. Je trouve ça vraiment super intéressant. En fait, c'est marrant, il y a quelques fois quand tu entends des méthodes un peu différentes, tu dis, mais en fait, c'est évident, pourquoi je ne l'ai pas fait comme ça? Et là, vraiment, j'ai cet effet-là parce que ça paraît super logique et en effet, ça comble un problème sur lequel j'avais pas mis de mots, qui est en effet, au moment où les gens se lancent dans la phase de recherche, je trouve qu'ils sont un peu... tu sais, tu leur donnes une direction, essayer de répondre aux sprint questions comme dans l'exemple de Jack Knapp, mais finalement d'avoir des verticales qui répondent aux grandes thématiques du challenge, je trouve ça hyper intéressant et je vois tout de suite comment les gens peuvent du coup bien prendre une direction et aller chercher plein de solutions inspirantes sans se poser la question de est-ce que c'est un concurrent, est-ce que machin, etc. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et du coup, j'ai une deuxième question parce qu'en fait, tu as modifié l'entrant, on va dire, la façon de cadrer un peu la recherche du bench. Et en sortant, et là j'ai un trou de mémoire, peut-être que Quentin tu pourras m'aider, mais il me semble pas que dans la méthode originale, tu votes sur les éléments de benchmark qui ont été présentés. Non, Et je ne me semble pas non plus. Ouais. Et je trouve ça intéressant. Du coup, je me demandais les échanges qu'il y avait dessus. Est-ce que c'est déjà pour exclure certaines pistes ou donner une première orientation? En fait, comment c'est utilisé ce moment et ce vote? Ouais, c'est cool parce que c'est c'est une première alignement, se dire, ah ouais, tiens, ça c'est vraiment cool. En équipe, on se dit, ouais, on va travailler là-dessus et on va l'adapter. Donc, oui, tu exclus des choses. Alors après c'est des fois des petites fonctionnalités qui sont quand même intéressantes à garder. Donc, elles sont intéressantes, voilà, mais après, c'est de la forme, quoi. C'est pas du fond. Donc, oui.
Et l'objectif de l'objectif de ce moment-là, c'est plus une phase de sondage pour voir un petit peu vers où penche la sensibilité du groupe. Ou alors est-ce que c'est vraiment quelque chose où on se dit, OK, comme le disait Thibaut, on écarte tout ce qui n'a pas été identifié comme étant prioritaire par la majorité du groupe, on va dire, ou vraiment intéressant, ou, perspicace Ouais, par rapport à notre problématique, on l'écarte. Ou est-ce que c'est juste à titre indicatif, mais dans la phase de conceptualisation individuelle, chacun va pouvoir quand même reprendre des éléments qui n'ont pas été retenus. Comment tu vois les choses? pour moi, ce qui se passe, parce que ça, du coup, je ne l'avais pas forcément anticipé, c'est que les gens se mettent de fait d'accord sur une espèce de, enfin, pas une solution, mais voilà, une approche grâce au vote. Et donc, de fait, écarte les autres voilà, qui sont un peu trop loin, mais intéressant, voilà, voilà, ça nourrit. Donc, c'est vraiment là, du coup, ils sont prêts pour l'idéation, pour se sortir leurs idées individuellement. Donc, je ne sais pas Ok. si je réponds à... Enfin, c'est... Non, en fait, ce que si tu réponds plus ou moins, c'est ce que je comprends, c'est que J'ai l'impression, je suis désolé. Non, mais ma question, c'était vraiment très en termes de consignes. Est-ce que tu leur dis, bon, alors, OK, voilà le top 3, je dis n'importe quoi, le top 5, le top 6 des idées qu'on va retenir et c'est là-dessus que vous devez construire vos solutions. Et le reste, on l'écarte parce qu'on a décidé qu'il fallait l'écarter. Ou est-ce que c'était juste une tendance? C'est-à-dire se dire, OK, bon, bah, on crée en fait, en faisant les sondages, souvent, on crée la discussion dans le groupe. Donc, on permet aux gens de s'exprimer. Et c'est ça qui est plus intéressant encore que le résultat du sondage. C'est comment est-ce qu'on se l'explique, en fait, qu'on arrive à ce résultat-là. Et là, ce que je comprends, c'est qu'en fait, c'est assez naturel. C'est-à-dire qu'en fait, oui. en faisant ce chemin-là de sonder, de se dire, OK, bon, telle opportunité est plus prometteuse que telle autre. Donc, du coup, naturellement, tu vas amener le groupe à construire sur ces éléments-là. Donc, non, j'ai plus ou moins la réponse à ma question. J'ai plus que moins la réponse à ma question. Donc, J'ai une autre question qui fait un peu écho à ça. En fait, tu reviens souvent sur la notion de dialogue et d'avoir une version hein, où tu laisses les gens finalement s'exprimer, parler. Et là, j'ai l'impression que cette activité, elle en fait un peu partie. Où, oui. quand tu la racontes, tu as l'impression que c'est presque naturel, où tu associes le vote à la prise de parole. Là où dans le livre, ils sont plutôt sur non, quand on vote, on est silencieux et puis s'il y a un moment d'échange après, tant mieux, sinon on passe. Du coup, je me demandais à quoi ça ressemble dans la sprint room quand toi tu le fais. Est-ce que tu laisses les gens parler ou est-ce que il y a des Carrément. moments où tu coupes Non, non, carrément, c'est important. Non, parce que là, ça fait gagner vraiment du temps qu'ils se parlent à ce moment-là, parce qu'après, ça va ultra vite, quoi. Enfin, ouais, c'est pas frein quand même, mais c'est le Crazy Eight, priorisation. Après, c'est le storyboard, proposition de valeur. Enfin, vraiment, là, la journée, elle est encore ultra lourde. Donc là, je sais que si je leur laisse un petit peu de temps de discussion ici, c'est que la manipulation finalement, que ça va me faire gagner du temps après parce que voilà, là ils vont ils vont se positionner en fait par rapport à la concurrence. Donc c'est un vrai enjeu en général pour les entreprises. Donc c'est le moment en fait de discuter un petit peu quoi. Et ça c'est intégré dans l'heure quoi. Moi, j'avais une remarque et une question. La première, c'est que en travaillant comme ça sur le bench, en fait, on comprend d'autant mieux l'importance de vraiment bien formuler la problématique de départ, puisqu'en fait, sur cette problématique, tu vas avoir une sorte d'explication de texte où vous allez la décortiquer et identifier quelles sont les dimensions de la problématique sur laquelle, effectivement, tu vas lancer le groupe en mode bench sur des solutions. Donc, c'est effectivement hyper important à ce stade de rien avoir loupé d'une certaine façon en termes de enfin voilà, dans toutes les dimensions dont tu parlais, la rassurance, le fait de centraliser des éléments, ce genre de choses. Ça, c'est ma remarque. Et du coup, je trouve ça hyper cohérent, hyper fluide. Et je vois bien comment ça peut simplifier effectivement le travail des sprinters. Ma question, en revanche, c'est encore une fois au moment du bench, quand tu fais ce sondage, en fait, naturellement, est-ce que tu n'as pas peur, et tu vas pouvoir nous dire aussi en termes de résultats ce que ça donne, finalement de ne pas induire alors, des biais, enfin oui, des biais d'une certaine façon, c'est-à-dire de naturellement, enfin c'est l'effet recherché je pense, mais du coup d'avoir quand tu vas lancer sur la phase mais peut-être que tu ne le fais pas exactement comme ça, donc tu vas nous le dire. Mais j'imagine que l'étape qui vient après, c'est la phase de sketching du concept individuellement. Peut-être tu vas faire différemment. Si tu fais comme ça?
Juste ça. Je fais le Crazy 8 et la priorisation, mais je Ok. vais en parler Bah, après. tu vas nous en parler alors, parce que ma question, c'est de me dire, en fait, si je raccordais les wagons avec, raccrochais les wagons plutôt avec la méthode originale, juste après, c'est ce qui vient, en fait. Hein, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas totalement familiers avec la méthodologie originale, ce qui vient en théorie après le benchmark, c'est la phase d'idéation individuelle où chacun, en fait, rentre un petit peu dans son tunnel. On va commencer à diverger individuellement et où Jack Knapp, en fait, laisse le temps et l'espace à chacun d'aller au bout d'une idée de solution. Sans être interféré par les idées des autres ou ce genre de choses. Et normalement, normalement, plutôt initialement, ce qui se passe dans la méthodologie de Jack Knapp, c'est on a des éléments de bench sur lesquels on n'a pas priorisé. On va dire, c'est un vivier d'idées dans lesquelles les gens peuvent aller librement pêcher ce qui les inspire pour imaginer des solutions. Dans ce contexte-là, la plupart du temps, tu arrives quand même généralement à la fin avec, en fonction du nombre autant de solutions, autant de solution sketch, en fait, de concepts de solutions qu'il y a de sprinters, en fait, dans l'équipe. Et souvent, ces concepts peuvent être radicalement différents les uns des autres parce que structurellement, ils ne vont pas se fonder sur les mêmes éléments de bench, par exemple. Or là, dans ta proposition, comme vous vous alignez naturellement déjà sur des éléments de solution, j'imagine que déjà, après, même dans la divergence, tu limites, en fait, les écarts qu'il peut y avoir sur les différents concepts. Mais tu vas nous en parler. Ouais, oui, ok. Donc, je vais en parler alors. Oui, oui, oui. C'est une question intéressante parce que, donc, en fait, le benchmark donne une grosse tendance et quand même déjà une idée de solution, mais ce qu'on remarque, c'est que comme le Crazy 8, tu proposes quand même 8 idées, en fait, les gens continuent à sortir du cadre. Donc, du coup, le benchmark peut leur servir évidemment, mais des fois, ils arrivent avec d'autres idées où c'est vraiment des rebonds. Donc, ça, c'est chouette, ça, c'est intéressant. Et je trouve que ça marche toujours. Ça ne conditionne pas complètement l'idéation. Donc, ça, c'est quand même intéressant. C'est que les gens sont vraiment créatifs. Donc, ça, c'est cool. Et du coup, le Crazy 8, tu le fais en tout premier. Oui. Tu peux nous expliquer cette articulation entre le Crazy 8, en fait, il arrive en troisième étape, si je ne me trompe pas, dans la méthodologie de Jack Knapp. D'abord, il y a un effet prise de notes, recul, prise de notes. Ensuite, il y a une deuxième étape où on va commencer à dessiner des éléments de solution, mais de façon peut-être un peu brouillon. On ne va pas commencer à essayer d'imaginer la solution dans son entier. Et puis ensuite, il y a une troisième étape qui est effectivement le Crazy 8. Toi, ce que tu fais, c'est que tu mets le Crazy 8 en premier juste après le bench. Alors oui, ouais, quand même une petite précision, évidemment. Allons-y, on est là pour ça. Donc le Crazy 8, effectivement, ce qui nous semblait intéressant dans la méthode de Jack Knapp, c'est effectivement la prise de notes. C'est revenir vers le premier jour, tout ce qui a été dit, le benchmark, voilà, revenir dans tout ce qui a été dit et effectivement avoir 5 minutes tout seul et commencer à noter des idées, mais pas les dessiner, juste noter, se faire une idée. Et après, par contre, lancer le Crazy 8, mais avec plein d'idées. Par contre, nous, on veut 8 idées différentes. Donc, ce qui est encore différent. 8 concepts différents, finalement. Parce que peut-être qu'il faut clarifier. Parce que des fois, en fait, selon les animations, c'est pas pareil pour tout le monde. Mais c'est vrai que dans la méthode de Jack Knapp, tu sélectionnes parmi les idées auxquelles tu as pensé, donc tu as noté, tu en sélectionnes une et tu fais 8 déclinaisons de cette idée. Toi, ce que tu dis, Pauline, c'est qu'en fait, tu leur demandes de ne pas faire ça. Oui, je demande de ne pas faire ça ou alors de la décliner sur des points de contact différents. Ça, c'est important. Alors, pourquoi je fais ça Alors, ça, je fais ça dans le cadre du moonshot où là, vraiment, c'est pour trouver des services vraiment nouveaux. Parce que, justement, pour éviter qu'il y ait... alors, pour plusieurs raisons. Alors, la première raison, c'est ce que j'ai remarqué donc, en faisant même déjà le workshop de Jack Knapp, c'est que effectivement c'est efficace, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a un gagnant. Et ça, c'est tout c'est vraiment ce que je veux pas. Je veux pas qu'il y ait une personne qui ait la bonne idée et après, les gens travaillent sur cette idée-là. Je veux vraiment que ça soit tout le temps une convergence des points de vue et que ça soit un projet d'équipe parce que après, les gens vont le faire dans la vraie vie, après le sprint. Donc, pour moi, il faut qu'il y ait un engagement à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que je préfère plein de petites idées un peu farfelues et même mais qui répondent bien à la problématique. Et après, en fait, ils vont faire une priorisation. Ils vont sélectionner que 3 idées
Et c'est celles-ci qu'ils vont prioriser dans la matrice d'impact business et user. Ça j'en parlerai peut-être après. Enfin oui, j'en parlerai carrément après parce que c'est hyper important. Et donc, par contre, ce qui est bien dans sa méthode, vraiment, je trouve ça vraiment efficace. Le Solution Sketch est super bien, pour moi, plutôt dans la phase sprint, de cadrage, de sprinting vite, parce qu'on a le temps de réfléchir individuellement. Et après, on peut faire une priorisation beaucoup plus simple des idées pour lancer le nouveau chantier, un chantier de recherche, un chantier de test, de concept, voir un petit peu les idées qui ressortent. Pour moi, dans le sprint moonshot, là, il s'agit de travailler ensemble et se mettre d'accord sur une solution commune qu'on va prototyper le lendemain. Et donc, pour moi, c'est vraiment important que en fait, utiliser du coup vraiment l'intelligence collective, donc le maximum d'idées, pour enrichir au maximum la nouveauté des idées, enfin vraiment, et voilà, faire converger tous ces bouts d'idées ensemble, enfin en groupe. Donc là, juste pour être sûr d'avoir bien compris, parce que voilà, on disait qu'on était en zone de confort sur ce sprint, mais finalement peut-être pas tant que ça. C'est-à-dire que là, à l'issue de l'exercice des Crazy Eight, tu interromps le travail individuel et il y a tout de suite une mise en commun. Et finalement, les gens, comme tu le disais tout à l'heure, ne vont pas jusqu'au bout de leur solution. Il y a tout de suite une mosaïque qui se crée avec les solutions des Crazy Eight. Voilà, et Ok. qu'on priorise, là c'est vraiment un moment important, parce que là on fait revenir en général les commanditaires, là les gens qui décident pour voter, en fait, pour voter pour prioriser. Donc là, on utilise la matrice d'impact donc, pour l'entreprise en termes d'image, de chiffre d'affaires, de productivité, etc. Et d'impact, les bénéfices pour les utilisateurs. Donc, c'est les meilleures idées. Les meilleures idées seront celles qui répondent aux deux. Et, et alors j'ai une question, parce que c'est vrai que un des gros enjeux dans le sprint, finalement, c'est la compréhension qu'ont les gens de l'idée. Autant sur une fois qu'on a une solution bien définie avec le concept qui doit être autoporteur, etc., je vois comment les gens peuvent arriver à la comprendre et la prioriser. Mais sur du Crazy Eight tel que je l'imagine, j'ai du mal à comprendre comment les gens peuvent bien comprendre l'idée et arriver à la prioriser. Donc j'imagine que tu as créé quelque chose autour de ça. Donc comment ça se passe cette phase de priorisation? Est-ce que les gens présentent leurs idées? Est-ce que... Voilà, comment ça se passe? Oui, oui, oui. Donc après, ce qu'ils vont sélectionner, ils ne vont pas présenter toutes leurs idées déjà, parce qu'il y a forcément du déchet, mais c'est normal, ça fait partie de la... Et parce qu'à ce stade, on a quand même 8 fois X participants Oui, d'idées. Voilà. oui, voilà, Donc, c'est énorme. si on a ne serait-ce que 6 participants, ce qui n'est pas une grosse sprint team, on a donc 8 fois 6. Je te laisse faire le calcul, Thibaut. Ouais, ouais, je te regarde. Oh là Ça là, fait beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup. Donc c'est ça le problème, c'est évidemment la quantité. Donc c'est pour ça qu'on leur demande donc bien se recaler sur leur challenge et se dire voilà quelles sont les 3 idées, mais peut-être il n'y en a qu'une, hein, mais maximum 3 idées qui puissent rentrer dans les cases, quoi. Donc voilà. Et on verra qu'il y a toujours des petites idées intéressantes qui voudront quand même dire parce que c'est quand même un peu foufou et tout ça. Et que ça peut être décliné. Enfin, il peut y avoir une version un petit peu plus simple à réaliser. Enfin, voilà, des fois, j'ai des escape games. Bon, bah voilà, escape game à réaliser, c'est cool, hein, mais ça coûte cher, quoi. Enfin, voilà, après, il faut avoir des équipes. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, comment on garde cette idée, mais sur quelle problématique et comment on peut le passer en mode applicatif, par exemple. Et du coup, le placement en fait de chacun de ces concepts sur. Alors d'abord, tu demandes à chacun d'isoler, ou tu le fais en groupe, d'isoler en fait parmi l'ensemble de ces concepts. Tu fais un premier tri, c'est ça, hein, ce que je comprends. Vous le faites en groupe, tu le fais individuellement ou comment ça se Ouais, passe? chacun fait son petit tri. D'accord. Après, donc, ils font donc, ils restituent chacun leur idée et après, ils font la priorisation ensemble. Et donc Ok. là, le commanditaire passe entre les groupes et voilà, sanctionne aussi. Enfin, dit bah, ça, effectivement, il y a un projet dans les cartons. Ça, c'est vrai que ça serait bien D'accord. qu'on puisse faire ça. Ou ça, là, vraiment, ça, on a déjà fait, ça ne marche pas. Enfin, en fait, il y a la connaissance, la connaissance du business qui va venir et qui va un peu sanctionner enfin, sanctionner, garder, hein,
les meilleures idées. Et voilà, après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans chaque groupe, normalement, il y a une personne tech, donc qui connaît quand même les contraintes techniques, et puis il y a quelqu'un du marketing, quelqu'un du business. C'est des gens différents normalement. Donc du coup, chacun sait voilà, ce qui est bien pour l'entreprise. C'est quand même un gros challenge à ce stade. Je rejoins Thibaut, en fait, c'est d'expérience, tu vas nous expliquer, mais là, comme ça, si je me projette sur ce séquencement-là, j'aurais le risque que je verrais, là où j'aurais, je pense, une petite suée, c'est sur le fait de se dire, OK, on a des concepts dans l'œuf qui tiennent finalement plus à comment la capacité en fait de leur porteur à l'expliquer, à le pitcher finalement aux autres personnes. Parce que finalement, quand tu vas commencer à décortiquer un des concepts, j'imagine que tu as beaucoup de discussions qui se créent autour de ça, avec très rapidement un jeu de suppositions autour de ce concept, d'hypothèses, de projections, enfin de croyances en fait qu'il va y avoir autour de ça, qui vont être assez individuelles. Dans un concept qui reste très 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 embryonnaire en fait jusqu'à présent. Là où, et c'est assez disruptif par rapport à, et c'est pour ça que là je pense qu'en termes de facilitation il y a quand même pas mal de subtilité. Là où Jack Knapp, ce qu'il dit, c'est on va sécuriser en fait toute cette partie-là. C'est même pas la sécuriser, c'est qu'on va complètement la tuer. On va éviter en fait que viennent intervenir trop de biais ou que des personnalités viennent trop influencer le fait des décisions, justement en évacuant en fait tout ce guessing autour d'une hypothèse, tous ces éléments de langage en fait, tant que le concept n'est pas rendu tangible concrètement à travers des premiers éléments d'écran où en fait on voit que derrière un même concept, en fonction de l'exécution de ce concept, on peut tomber sur des solutions qui sont très très différentes finalement. Donc en fait, je me dis à ce stade, alors je ne sais pas, tu vas nous dire en fait formellement comment ça se présente en fait ton concept. C'est-à-dire qu'est-ce que tu vas mettre sur ta matrice, parce que moi le Crazy Eye tel que je le vois, c'est la fameuse feuille A4 que tu plies plusieurs fois sur elle-même et du coup tu as des tout petits carrés. Tu vois comment en fait ce petit carré il peut comment définir un concept de façon suffisamment fine pour qu'on puisse décider s'il va vivre ou mourir. D'accord, ok. Donc, alors, déjà le petit carré, donc il y a des dessins, mais je leur demande quand même de mettre un titre très clair, que ça soit quand même compréhensible. Après, quand ils font les petits clusters, parce qu'en général, il y a plein d'idées qui se recoupent, évidemment, parce qu'ils ont fait le benchmark avant. Puis après, bon, il y a aussi, c'est normal, enfin, après, on fait des choses qu'on sait qui existent. Enfin, voilà, donc il y a plein d'idées qui se regroupent. Donc là, je leur demande de noter sur un gros post-it voilà, l'idée principale. Et donc, c'est comme ça qu'ils clusterisent. Et des fois, ce qui est intéressant, c'est que ça fait même des fois un petit parcours utilisateur. Parce que en fait, tout se suit. Alors voilà, ça arrive, ou des fois, c'est des idées très différentes ou des déclinaisons sur des simulateurs ou des choses voilà, un peu diverses. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les sites web, finalement, ils sont faits de plein de composants, un peu toujours les mêmes. Donc après, c'est qu'est-ce qu'on met dedans, quoi. Quelle est la subtilité du contenu. Donc finalement, c'est assez clair. Enfin, c'est assez clair en tout cas dans l'idée. Enfin, en tout cas, effectivement, là, c'est c'est pas très très précis. C'est un concept qui est voilà, ils voient à peu près le truc et ils discutent entre eux, ils se mettent d'accord, donc ils commencent à voir plus clair. Et donc, juste après, on fait la proposition de valeur avec de la pâte à modeler. Et alors là, encore une nouveauté. Oh, mais ça n'arrête pas. Chaque minute, sur cet épisode, à chaque minute, il y a un élément de disruption incroyable. Pourquoi ? Parce que du coup, effectivement, comme c'est encore un peu évanescent, ils ne pourraient pas encore mettre de mots, enfin, c'est pas encore très très précis. En fait, avec les mains, voilà, en 5 minutes, avec des couleurs, en fait, ils parlent de leur concept. Donc, ils le font tester aux autres groupes. On essaie de le comprendre aussi. Et en fait, on les enregistre et vraiment, c'est ultra clair, quoi. Enfin, en fait, c'est vraiment OK, c'est bon. C'est très, très clair. Après, ils prennent beaucoup de temps à écrire la phrase. Donc, on oublie la phrase parce que là, putain, on n'en peut plus de mots. Donc, par contre, voilà, moi, j'ai noté les mots-clés. Donc, je remets des petits post-it et après, voilà, je leur refais des fois une nouvelle proposition de valeur. Ou des fois, les groupes le font. Il y a les gens très sérieux qui veulent le faire et je le laisse, évidemment.
Mais en général, voilà, cette forme, comme le Lego, vous pouvez utiliser les Lego, c'est vachement bien en fait pour concevoir une solution encore un peu évanescente. Et donc, c'est après qu'ils vont la définir avec le storyboard. Alors, mais attends, parce que tu as parlé de pâte à modeler, on est bien d'accord. Yes, ça, Ok, ça va très vite. Ouais. ok. Ah ouais, non, mais parce que moi, de la pâte à modeler, à part des tortues et des cendriers, je sais rien faire. Ah, mais C'est déjà j'adore. pas mal. J'adore. Non, non, mais c'est trop marrant. Mais c'est ça qui est excellent, c'est que chacun fait des trucs complètement abusés. Enfin, des fois, c'est vraiment incompréhensible et des fois ultra défini. Enfin, il y a plein de trucs. Mais en fait, ce que tu vas leur demander, ce que je comprends là-dedans, c'est que ce qu'ils vont faire, en fait, la forme qu'ils vont faire avec la pâte à modeler, elle n'est pas importante. Ce qui va être important, c'est comment ils vont raconter cette forme, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Et c'est à un public, donc, et qui n'est pas leur groupe où ils sont encore des fois en train de se mettre d'accord. Enfin, c'est normal, ils ne savent pas, enfin, ce qui est logique. Donc, on arrête et on fait, bon, voilà, c'est quoi votre vision ensemble, là, sans trop vous parler, qu'est-ce que vous feriez et comment vous le présenterez. Et en fait, ça marche super bien, c'est incroyable. Donc ça, c'est un truc à tester. Enfin, bon, c'est le Lego, c'est connu pour ça, hein, mais pâte à modeler, ça marche aussi. Autant Lego, je veux bien croire, tu as des petites formes, t'es un peu, t'es un peu en confort, j'ai envie de dire. La pâte à modeler, tu te mets en risque quand même, hein, surtout si tu dois le présenter à tout le monde. Mais non, ok, c'est. Il faut juste avoir plein de gel hydroalcoolique. Parce que là, c'est pas très Covid en ce Il moment. n'est pas Covid-proof. Ouais, non, c'est pas top. Et voilà. Et Donc du ça, coup, tu disais après, effectivement, ça enchaîne sur le storyboard. C'est ça, hein. voilà. Les Et moi, storyboards, j'ai une question, désolé, parce que, en fait, tout à l'heure, peut-être que j'ai mal compris, mais la veille, tu as mappé le service. En tout cas, tu as fait un premier niveau de map. Et je ouais. crois que tout à l'heure, tu nous as dit que les idées venaient s'imbriquer dedans. Oui, Que les alors, concepts oui, pouvaient. oui, oui, tout à fait. Et du coup, quelle différence? Parce que du coup, après, je me suis dit que ça allait être ça, le storyboard à la fin, avec les idées Oui, issues D'accord. Et donc après, d'accord. Ok, donc je voulais être sûr d'avoir bien compris. Donc maintenant, on oui, arrive au c'est ça. storyboard. Ok. C'est très bien. Voilà, effectivement, c'est là où on va reprendre. Ils vont juste prendre 5 cases, quoi, 5 moments. Tu vois, parce qu'on ne va pas pouvoir tout prototyper, donc c'est la restreinte sur la taille du parcours. Donc effectivement, ils vont se replonger dans l'expérience map et se dire voilà, à quel moment du parcours on est, quoi, on se situe. Ça, c'est pas quelque chose que tu as, je me permets d'intervenir en même temps, mais justement, à quel moment du parcours on se situe, c'est pas quelque chose que tu as identifié le jour 1. Si, oui, bien sûr. Oui, oui, D'accord, oui, ok. oui, Ok. oui, bien sûr, Je, oui. je me suis dit, non, Effectivement. c'est encore autre chose. Ça y est, il y a un Non, nouvel non, élément. pardon, oui, oui, non, mais bien sûr, évidemment. Mais là, du coup, c'est se remettre dans la lecture de tout ce qu'on D'accord. a vu avant, effectivement. Et donc là, on va prendre un petit peu de la hauteur. C'est d'abord se dire, voilà, se mettre dans comment on dit, à la place voilà, de notre utilisateur, à notre cible, notre persona, et se dire, voilà, comment il va découvrir ce service, comment il va l'utiliser, à quel moment de son parcours à lui il va l'utiliser. Donc, on ne parle pas encore complètement de tout le service lui-même, mais c'est de son contexte d'usage. Ça va? Ça va, pardon. Donc là, on va le Prendre mettre. ma température. Oui, c'est ça, tout de suite. Donc, on va le mettre dans le contexte d'usage, donc avant, après l'utilisation. On n'est pas que dans le storyboard de l'application. Donc là, c'est juste pour qu'ils se mettent. Alors pourquoi? Enfin, c'est pas juste, c'est hyper important. C'est que là, déjà, on prépare les tests parce comme on va faire venir. Donc là, attention. Je vois quand ça fait. Parce que là, en fait, faut leur dire, faut les préparer parce qu'ils oublient, parce que ça va tellement vite. Il faut leur donner de la vista et leur dire, là, n'oubliez pas qu'on fait tout ça parce qu'on va rencontrer des utilisateurs là, qui vont venir. Donc, il faut les mettre un peu dans la position, dans un contexte d'usage. À quel problème vous répondez, dans quel cadre. Donc, c'est un peu c'est le contexte d'usage du prototype. Donc, ils rentrent encore, c'est encore un peu macro, quoi. Mmh. Voilà. Donc ça prend assez vite, hein, mais ils font des beaux petits dessins, c'est avec de la couleur et tout ça, c'est joli. Donc on prend à peu près une demi-heure, 40 minutes, quoi. Donc on pose toutes les étapes, après ils dessinent un parcours d'usage. Voilà. Et après, et là on a fini la journée, on fait le user flow
Et oui, le user flow. Donc là, en fait, ils vont lister. Alors là, en mode post-it. Alors là, voilà, ça va être vraiment le pré-prototype. Hein, c'est vraiment la version de base, c'est le flow d'écran. Donc voilà, j'arrive sur la page d'accueil. Quels sont les contenus de réassurance, les boutons. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les éléments importants qu'il ne faudra pas oublier? Et donc ça, on le fait pour chaque écran. Tu vois, quelles sont les fonctionnalités ou les contenus. Voilà, si c'est des simulateurs, c'est un peu compliqué. Donc quel type de simulateur? Voilà. Donc ça, c'est plus ce qu'on connaît du storyboard de la version traditionnelle, finalement. C'est-à-dire qu'en gros, tu es en train de dessiner le plan pour le prototype. Ouais, voilà, c'est ça. du gros zoning, quoi. Du coup, je suis pas sûr d'avoir bien compris la différence entre ce que tu appelles, toi, le storyboard, c'est-à-dire la phase qui intervient juste avant le user flow, justement. Donc, c'est pas... En fait, la différence, c'est que c'est la vie de l'utilisateur. Enfin, c'est un moment, c'est un scénario d'utilisation, mais inclus dans sa vie perso. Donc, c'est-à-dire qu'on va le voir chez lui ou dans le transport. Et quelle est l'action qui va pousser à utiliser le service? Ok, je comprends. Tu vas recontextualiser, en fait, dans le parcours global. C'est ça, voilà. Ok, je comprends. Donc plus macro et on rentre pas encore dans les fonctionnalités très très précises. Mais en fait, là, pourquoi on fait toutes ces étapes? C'est vraiment un entonnoir pour peu à peu arriver vers du détail. Hein. En fait, on va du macro au détail le plus possible. Et ça, c'est le lendemain où je passe sur le 3e jour du coup. Alors, avant le 3e jour, moi j'avais une question. Alors je ne sais pas si on va réussir avant la fin de cet épisode à aller jusqu'au bout du moonshot. C'est pas très grave. Mais non, moi j'avais une question. Alors soit il y a un moment où j'ai décroché, mais je crois pas. Juste, à quel moment, en fait, parmi tous les concepts qui ont été posés sur l'impact map, dont tu nous parlais, à quel moment en fait on a décidé de celui qu'on allait choisir pour justement ensuite le décliner en faire un storyboard, etc. etc. Donc en fait, déjà tout ce qui est dans la zone, ce qui a le plus d'impact pour l'entreprise et le plus d'impact pour les utilisateurs, Okay. Bon, c'est déjà les gagnants. Et après, il y a donc l'équipe qui peut voter aussi. Et surtout, on demande aux commanditaires de venir et de dire « Ok, ça, c'est trop cool. » En fait, on lui prépare sa décision, quoi. Ok, le fameux vote du décideur. Okay. Voilà, pour le coup, c'est important parce que là, on a vu des catastrophes. Ça arrivait que le décideur ne soit pas là à ce moment-là. Et voilà, soit le projet existait déjà ou voilà, non, c'était pas du tout dans la vision. D'accord. Voilà. J'ai une autre question. Peut-être que, pareil, que j'ai peut-être eu un moment de Oui. latence. J'ai eu un moment l'impression que tu avais des groupes différents. Oui. Et en fait, j'ai pas bien saisi le moment où ils ne reformaient plus qu'un et à quel moment ils étaient différents. Donc, sur la proposition de valeur, j'ai compris que c'était un travail individuel de groupe. Enfin, ils sont un travail en groupe, mais différents groupes. Et donc, en fait, ils ont composé avec tous leurs petits Crazy Eight. C'est un groupe, je sais pas, de 3 personnes sur toute la sprint team qui compose un premier niveau d'histoire à raconter avec les idées ou les prioriser. Ensuite, ils expliquent la proposition de valeur. Et en fait, j'ai du mal à voir à quel moment ça redevient à quel moment ils font la mise en commun tous, ou si ça reste complètement différent. Il faut lire le livre, Thibaut. Peut-être que ça fait un teasing. Ah, mais c'est cool, c'est une super question. Donc, du coup, en fait, moi, les groupes, je les fais à partir du lundi soir, en fait, à partir du moment où ils font des design challenges. Là, je les mets en groupe par personnalité. Alors, ça, c'est un autre sujet. Ah, ça, il y aura Donc, ça va être pour la facilitation, je pense, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, ouais, je crée les groupes le lundi. Donc, après, ils restent toujours en groupe. Selon le temps et selon l'intérêt, selon la complémentarité des idées, je vais effectivement créer des restitutions du groupe commun. Donc en général, pour moi, c'est au moins 9 personnes dans un sprint, parce que c'est au moins 3 groupes, ou au moins 6, mais il faut qu'il y ait au moins des groupes de 3 personnes, hein, tu vois.
Ça, c'est toutes les questions, mais ça peut-être c'est un autre sujet. Combien on crée de Ouais, groupes, dans quel but, etc. c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est le sujet, chacun y va de moi je suis plutôt à l'aise avec 6 8 et là toi finalement tu dis c'est plutôt une 9 minimum et s'il y en a Ouais, plus ça va quoi. plus c'est mieux, ouais, plus 16 c'est cool, parce que là, waouh, le sprint, il envoie du bois, parce que là, on a quatre groupes ou 5 groupes même. Là, on peut faire tout un parcours utilisateur. En fait, on peut découper nos services maps, on peut les mettre chacun sur un moment d'expérience. Là, du coup, on fait tout un prototype ultra élaboré et du coup, les utilisateurs, quand ils viennent, ils ont toute une expérience. Mais je trouve ça fou. En fait, je trouve ça fou. Je t'écoute parler, plus je t'écoute parler, plus je trouve ça fou. Pourquoi? Parce que il y a déjà, en fait, le fait de faire un design sprint sur 5 jours avec 6, 7, 8 personnes et d'arriver à être satisfait du résultat sur chacune des étapes du bouquin initialement, je trouve que c'est déjà un beau challenge voilà, de facilitation. Mais là, en plus, je trouve que tu amènes un niveau de complexité dans le bon sens du terme. Je comprends bien, en fait, à chaque étape, quelle est la valeur que ça amène, comment ça permet. Alors, tu prends d'autres chemins, mais comment, en fait, ce que ça permet, ce que ça vient déverrouiller ailleurs et puisque ça permet de faire autrement justement. Je comprends bien toutes ces étapes-là, mais tu rajoutes quand même différentes étapes, tu facilites des groupes qui sont beaucoup plus nombreux que ce qui est préconisé initialement et tu arrives dans le même time frame, on va dire, à obtenir ce prototype, à faire des tests, etc. Et je t'avoue que pour moi, c'est assez magique. Hein. Ouais, Pourtant, pareil, on a envie de le tester. Ouais, c'est ça. Alors, on a envie de le tester, mais en observateur. En fait, Dans un premier temps, en tout cas. Non, mais en fait, ce qui est marrant, ça me fait penser à l'épisode avec Elodie et Nacheuse où il disait que c'était un exercice qui était tellement pas latin, le sprint. Et en fait, j'ai l'impression que tu l'as latinisé, je sais pas si on peut dire, au sens où On m'a dit tu ça. permets les échanges. En France, c'est très bizarre, c'est que tu galères pour bloquer des jours de sprint, mais une fois qu'ils sont bloqués, tu dois restreindre au max l'équipe parce qu'ils ont envie de mettre tout le monde dans la salle. Et toi, tu dis, avec la version là, tu dis, bah, ça va être compliqué. Au-delà de 8, ça commence à être, les exercices sont pas vraiment faits pour, etc. Et en fait, là, toi, tu as une version qui te permet de dire, OK, faites venir autant de gens que vous voulez, on s'adapte et on fait un truc qui fonctionne. Donc, ouais, je trouve ça assez, enfin, ouais, super intéressant que ça s'adapte comme ça. Enfin, En fait, c'est vraiment un pas de côté, quoi. ouais, c'est vrai. Ouais. Après, ce que peut-être je pourrais recommander, ça dépend de votre objectif et votre vision du sprint. La mienne, c'est faire parler les gens. Il faut absolument que les gens se parlent. Parce que si les gens ne parlent pas, ils ne pourront pas travailler ensemble après. Donc, il n'y a pas d'après. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est des directives comme ça. Il y a des gens qui ont travaillé sur un truc, on ne sait pas pourquoi. Et donc, ça, pour moi, c'est une catastrophe dans les entreprises, enfin, peut-être les entreprises françaises. Hein. En fait, comme j'ai travaillé dans les entreprises françaises en Angleterre et aux États-Unis, eh bien, j'ai vu des choses bien de partout. Donc, effectivement, j'ai voulu un petit peu faire le grand mismatch, le grand mix de tout ça. Et effectivement, à l'américaine, c'est trop. Pour moi, j'ai toujours été frustrée. Et je ne parle pas de Jack Knapp, hein, je parle de tous les ateliers que j'ai fait aux États-Unis chez Adobe. C'est ultra. Alors, c'est sûr, hein, on avance, mais c'est trop superficiel. On ne va pas au bout du sujet. Et les Français, on a besoin de creuser, on a besoin de comprendre, on a besoin d'être sûr, on a besoin de. Voilà, on ne peut pas continuer si on n'est pas sûr. Il y a le côté un peu aussi conservateur. Donc, comment transformer les entreprises avec cet état d'esprit-là? Il faut qu'on rassure les gens sur est-ce qu'ils ont bien toutes les bonnes données pour avancer. Donc, du coup, c'est pour ça que je trouve le sprint est super parce que pour les Français, parce que ça les pousse, en tout cas, comme j'ai essayé de le tweaker là, en fait, c'est super pour se parler, pour se mettre d'accord, pour cartographier, planifier, etc. Mais on fait quoi, on teste, allez, on y va, on se plante, etc. Donc ça, c'est ce que j'ai. C'est effectivement mon projet. Hein. C'est le projet. C'est mon projet de départ en fait, même de laptop. Hein. C'est mon sujet c'est ma vision quoi. Mais je crois qu'on est d'accord, Thibaut, dans ce que tu dis. Je veux dire, que ce soit le premier sprint qu'on a réalisé ensemble, on s'aperçoit de toutes les façons que même, enfin, je veux dire, encore une fois, il y a le bouquin de Jack Knapp, ok, qui te sort une recette très
très lisse, en fait, finalement. Très lisse dans le sens où tu as l'impression que ça déborde pas, que ça va pas déborder, quoi, que c'est timé à la minute près, tout le monde se tait et écoute attentivement la consigne qui vient pour passer à l'étape d'après. Évidemment, on sait que dans la vraie vie, c'est pas comme ça. On est des organismes vivants, encore plus, on est français, donc on a besoin de débattre, on a besoin d'échanger sur les idées. Et c'est effectivement, enfin, on s'aperçoit que ça marche, en fait, même sur un 5 jours, même avec un temps restreint, etc. Ça fonctionne. Mais ça fonctionne, encore une fois, ça fonctionne avec, tu vois, à partir du moment où tu as un nombre restreint de participants. Ce que je trouve fou, c'est que tu arrives à obtenir le même résultat avec encore plus de participants. Alors, tu le rends possible aussi par le fait, j'ai l'impression, de ce que je commence à en comprendre, parce que ça fait quand même quelques heures qu'on discute ensemble, enfin, si on met tout bout à bout, parce que tu crées aussi des groupes. Et du coup, en fait, tu parallélises le temps d'une certaine façon. Là où JKNAP, en fait, on va dire, c'est une séquence linéaire où tout le groupe, en fait, traverse exactement la même séquence et les mêmes étapes. Toi, en fait, en créant des groupes, parce que c'est comme ça, en fait, que tu arrives à hacker, j'ai envie de dire, un petit peu le sujet et à intégrer, du coup, plus de gens, en fait, dans l'expérience. En parallélisant les groupes, du coup, tu fais des mondes parallèles, quoi, d'une certaine façon, où tu les fais se rejoindre à certains moments pour pouvoir s'aligner et tu les fais continuer à travailler. Et ça demande, par contre, et ça va être, je pense que l'épisode qu'on va faire sur la facilitation va être vraiment intéressant parce que ça demande quand même une maîtrise en tant que facilitateur du process qui est particulièrement parce que forte, j'allais dire exactement la même chose. Je serais curieux. Enfin, là, vraiment, on a qu'une envie, c'est d'avoir la caméra cachée dans la sprint room parce que déjà que sur la version originale, tu as quand même un gros point d'attention et JKNAP, finalement, il l'avait bien fait en mettant le time timer autant en avant, même sur la couverture, etc. C'est que la gestion du temps, elle est primordiale et elle est compliquée. Et du coup, là, maintenant, avec ce que tu nous racontes là, c'est vrai que je pense que c'est épuisant. Donc, je suis curieux. Voilà, le chapitre sur la facilitation, il va être super. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Oui, c'est pour ça que je mets dans l'introduction, je parle de la facilitation. C'est quoi je fais une petite blague en disant on n'est pas tous aussi charismatiques que JKNAP. Parce qu'en fait, oui, JKNAP, lui, je pense qu'il a tous les groupes, tous les gens à la bonne et tout le monde l'écoute et tout ça. Mais franchement, il faut créer en fait, c'est le vrai job du facilitateur, c'est quand on n'est pas une grosse star comme JKNAP, c'est de créer un climat de confiance, que les gens se parlent et qu'ils aient envie de travailler ensemble et qu'ils ont envie de travailler ensemble. Ouais. Donc c'est ça donc moi, après c'est le style que j'ai aussi, c'est que je suis très très douce, je laisse vraiment les gens parler, mais après comme je capte tout, tac tac tac, je peux aussi recadrer et puis j'ai le temps. Enfin bon, moi je vous expliquerai tout ça, mais après c'est des styles, la facilitation. Mais ouais. Je pense que Thibaut, tu allais dire, vas-y, je t'en prie, c'est toi qui lead cette interview. Non, moi, j'allais faire le facilitateur de la version originale. J'allais dire, voilà, il nous reste 10 minutes maximum. Du coup, on arrive à la fin de la journée 2. Et oui. Et en bon facilitateur, je lâche pas l'affaire. Donc, on va jusqu'au bout. Et après, ça va aller vite. Non, mais j'allais proposer d'arrêter là. Mais je sais pas. Justement, je voulais vous poser la question. Ah non, mais moi, j'ai envie d'arrêter là pour reprendre mieux sur les prochaines étapes. Parce qu'on arrive à parler à peu près, enfin même un peu plus d'1 heure et demie. Je sais pas trop combien on en est sur 2 jours de sprint. Donc, c'est un régal, hein, évidemment, pour nous. Je sais pas si ça l'est pour tout le monde, mais pour nous, c'est un régal. C'est exactement pour cette raison qu'on a lancé le podcast. Donc, c'est top. Et merci beaucoup, Pauline, pour ça. Merci mais encore. Du coup, je sais pas ce que tu en penses, mais j'aurais pas envie de griller 3 jours de sprint en 10 minutes. Je pense que ce serait extrêmement frustrant. Quand on a attaqué la phase du benchmark, je me suis dit, bon, là-dessus, il n'y aura pas de surprise. À mon avis, on peut passer vite. C'est ça. En fait, c'est là qu'on a eu pas mal de questions. Donc, j'imagine que sur les autres phases qui sont censées aller vite, il y a peut-être des surprises. Donc, je suis assez d'accord avec toi. C'est possible. Non, mais ça va quand même plus vite après. Mais effectivement, pour le prototypage, il y a des subtilités. Et je vous ai déjà bien avancé le travail. Donc, ça va vite. Oui, parce que le prototypage n'est pas du tout expliqué dans le livre de JKNAP et je me dis mais comment il fait? Et pour moi c'était l'horreur, quoi, vraiment l'horreur. Donc c'est pour ça que j'ai reprocessé le bidule, quoi. Ah bah, ça va être hyper intéressant, surtout qu'effectivement c'est là où il y a je pense une marge de progression énorme sur cette journée-là, parce qu'il y a autant de façons de faire des prototypes qu'il y a de designers, on va dire, et qu'il y a d'outils et qu'il y a de complexité dans le prototype. Donc ça va être intéressant d'écouter ce que tu as à nous partager sur ce sujet. Ok, avec plaisir. C'est le moment où je lance Thibaut Magnéto, là, je lance l'outro. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est parti. Je te laisse finir.
Eh bien, merci à tous. Non, je ne ferai pas le message pour faire un appel au like et au partage. Si ça y est, maintenant je viens de le faire. Donc merci à vous deux surtout pour ce moment. Merci à toi Pauline encore. On espère que cet épisode vous a plu autant qu'à Quentin et moi. Et puis si c'est le cas, vous avez bien sûr à le partager. On a lancé la page LinkedIn il n'y a pas longtemps. N'hésitez pas à vous inscrire dessus et à partager le contenu si ça vous plaît. Voilà, merci d'avance. Et puis à la prochaine. Merci Thibaut, merci Pauline. Salut. Gourmet. Oui. J'adore. Trop bien, j'ai